Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc on reprend cet après-midi de discussion et de conférences autour d'Elie Halevi, de son œuvre, de son héritage et aussi de son actualité. Et c'est un petit peu le thème de cette discussion qui va nous animer pendant un petit peu plus d'une heure. Au fond, on a parlé, on a discuté dans les dernières séances de l'ère des tyrannies avec ces deux conférences importantes, hein, celle de 29, celle de 36, juste avant la mort d'Elie Halevi, et qui a cette intuition, cette inquiétude, pour reprendre le mot de Furet, qui quand on relit ce texte, et c'est un texte qu'on a publié d'ailleurs sur le Grand Continent avec le commentaire de Vincent Duclerc, c'est un texte vraiment qui résonne avec une certaine actualité. C'est l'idée de cette séance, c'est précisément de se fonder sur l'enseignement d'Elie Halevi, sur ses intuitions, sur ses inquiétudes, pour essayer de les actualiser et de voir comment est-ce qu'elles peuvent être utiles au fond pour comprendre notre contemporain, et comment peut-être la grille de lecture de la tyrannie, même si c'est pas la seule, c'en est une ô combien intéressante, peut-être nous aider à y voir plus clair. Alors pour en discuter, Vincent Duclerc, historien, chercheur, ancien directeur du Centre Raymond Aron et coéditeur évidemment des œuvres complètes d'Elie Halevi aux belles lettres, et notamment de ce livre-ci. Nicolas Bavrez, docteur en histoire et agrégé de sciences sociales, auteur de Démocratie contre empire autoritaire chez l'Observatoire en 2023, et aussi de la préface de l'ère des tyrannies parue en 2016 aux belles lettres, dans le cadre de l'édition de ces œuvres complètes justement dont nous parlons aujourd'hui. Denis Cambouchner, président de la société, donc philosophe, président de la Société française de philosophie, directeur de publication de la Revue de métaphysique et de morale, et une publication, comme on sait, que Elie Halevi lui-même a animé. Et donc là aussi un éclairage et un héritage et une continuité intéressante. Et Elsa Vidal, enfin, rédactrice en chef du service en langue russe de RFI, et autrice de La fascination russe, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie, un livre excellent qui est paru l'an dernier, je crois, chez Robert Laffont. Vincent Duclerc, peut-être, j'aurais envie de commencer par vous donner la parole sur justement l'actualité de ce concept de l'ère des tyrannies et de la pensée d'Elie Halevi plus généralement. Est-ce que ça fonctionne avec le micro? Oui, donc... Donc, merci beaucoup. Alors, ce que je voudrais effectivement tenter de réaliser dans les 12 bonnes minutes là, qui nous sont imparties, c'est de prendre en fait l'ère des tyrannies, en fait la découverte, donc vous avez compris, d'Elie Halevi, l'ère des tyrannies, et de déplacer au fond cette découverte, les grilles d'analyse sur le contemporain. Donc ça va être effectivement une vue cavalière, et je m'excuse, je veux dire, du caractère très synthétique et rapide, mais néanmoins, si on reprend d'abord très brièvement les acquis, c'est quoi les acquis de l'ère des tyrannies? On en a beaucoup parlé, mais je vais insister sur, premièrement, une analyse politique, c'est-à-dire l'identité de nature entre le soviétisme et le fascisme. Hein. Le soviétisme qui est à la lettre un fascisme. Donc il l'explique très clairement dans la conférence de l'ère des tyrannies, avec cette phrase tout à fait essentielle: en raison de l'effondrement anarchique, de la disparition totale de l'État, un groupe d'hommes armés, animé par une foi commune, a décrété qu'il était l'État. Et donc le choix du vocable de la tyrannie est très important pour souligner la disparition totale de la liberté. Il écarte le vocable dictature, il rappelle que c'est un régime provisoire qui laisse intact à la longue un régime de liberté considéré malgré tout comme normal. La deuxième force de l'ère des tyrannies, c'est une analyse historique. Une analyse historique, c'est-à-dire d'expliquer que le socialisme, qui avait une vocation à la liberté, à la démocratie, hein, il reprend un certain nombre des éléments de la pensée socialiste, en fait, c'est corrompu avec le nationalisme, est devenu, à l'image de Ferdinand Lassalle, nationaliste en même temps que socialiste, inspirateur direct, notamment, il y insiste, de la monarchie sociale de Bismarck. Donc pour lui, c'est le socialisme qui explique en partie l'ère des tyrannies, puisque ces régimes dits socialistes se sont rapprochés au point d'être identiques sur le plan des mécanismes avec le fascisme. Enfin, il y a une analyse morale chez Elie Halevi, c'est cette mobilisation de la pensée philosophique, hein, c'est le fait que
malgré ce pessimisme, il y a l'espoir à travers, en particulier, ce fanatisme de l'humanité qu'il présente face au fanatisme de nationalité. C'est en 1929, eh bien, on a beaucoup parlé déjà, notamment grâce à Perrine, les conférences d'Oxford. C'est la dimension européenne de cette résistance proprement philosophique. C'est la mobilisation, effectivement, de la philosophie comme, bien sûr, pensée, mais aussi comme regard, comme attitude. Et c'est tout à fait important avec, et les conférences d'Oxford le disent bien, la nécessité de se prendre en charge, de ne pas accabler les dirigeants politiques de leurs insuffisances, de leur impuissance, mais effectivement d'agir. Et ça, c'est un message, je crois, très intéressant de l'ère des tyrannies. Donc aujourd'hui, si on déplace finalement cette lecture, cette grille d'analyse d'Elia Levy sur le présent, que peut-on dire? On peut d'abord faire une analyse politique, comme l'a fait Elia Levy, c'est-à-dire constater que 40 ans après la fin de la tyrannie stalinienne, là je reprends l'expression d'Albert Camus dans Actuel 4, 80 ans après la fin de la tyrannie hitlérienne, eh bien, une nouvelle ère des tyrannies s'impose au monde, avec toujours le développement liberticide des avatars du nazisme. Si on parle de le Rwanda, ça a été effectivement un État totalitaire que Jean-Pierre Chrétien a présenté comme nazi, organisant le génocide des Tutsis. Le développement liberticide du socialisme d'État, comme la Chine, avec toujours le même processus d'un groupe d'hommes armés animés par une foi commune qui a décrété qu'il était l'État. L'usage d'une violence sans limite, d'une logique de guerre permanente, d'un millénarisme, on en parlait du millénarisme en particulier du régime nazi, et puis l'arrivée de cette tyrannie fondamentaliste comme l'Iran, et l'Iran est, je pense, un exemple très intéressant de cette ère de tyrannie, soit qui n'était pas achevé ou qui reprend. Et les démocraties sont très menacées à l'extérieur de leurs frontières. Alors là, c'est effectivement la distinction classique, en particulier chez Raymond Aron en 1939, État totalitaire, État démocratique, mais aussi à l'intérieur. Et là, l'analyse de Tocqueville sur la tyrannie douce, sur la fatigue démocratique, eh bien, elle est dépassée dans la mesure où les démocraties sont gravement menacées de l'intérieur. Elles échouent aujourd'hui à s'opposer, à se distinguer de la tyrannie. Il y a toute une série d'exemples intéressants. D'abord, la manière dont des démocraties aujourd'hui revendiquent leur passé dictatorial, en tout cas, comme l'Argentine. L'élection de Giorgia Meloni, c'est aussi effectivement l'élection du néofascisme, même si on voit qu'elle a évolué dans son gouvernement. Et aujourd'hui, donc, on peut, comme l'a fait Elia Levy sur le socialisme, interroger la démocratie, faire une analyse historique présente en s'intéressant à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Il y a des faits, je vais simplement donner 3 faits qui me paraissent importants à souligner. D'abord, le président, on le sait, le président battu en 2021 donc a suggéré à ses partisans la prise du Capitole, c'est-à-dire l'assaut contre le temple de la démocratie américaine. Et lors de la campagne qui a mené à la victoire de Donald Trump, il ne s'est pas effectivement privé de dire qu'il considérait ces insurgés comme des héros de la démocratie. Du reste, eux-mêmes ont expliqué qu'ils venaient au Capitole défendre la démocratie. Et aujourd'hui, Donald Trump, qui est en fonction, qu'a-t-il fait? Il a amnistié les condamnés qui ont été, à juste titre, poursuivis durant le mandat de Biden par la justice américaine. Et il exerce maintenant sa vengeance contre les institutions, contre les hommes du FBI qui ont enquêté. Et donc on a effectivement là une mise en scène et une validation de l'insurrection contre la démocratie. Et Donald Trump continue, et on l'a bien constaté, à travers le fait que son discours repose sur des vérités alternatives, comme on dit, sur le mensonge qui est érigé comme, au fond, discours d'État, et enfin, insistons, et on en a encore parlé tout à l'heure, sur l'obsession de la figure de l'ennemi intérieur. C'est pas tellement l'ennemi extérieur qui préoccupe Donald Trump, c'est l'ennemi intérieur, c'est une société close, eux ou nous, avec cette mobilisation, notamment des moyens réguliers de l'État, comme l'armée, pour s'occuper de l'immigration. Donc, on peut considérer avec l'expérience actuelle des États-Unis que la thèse de la démocratie allergique à la tyrannie s'effondre, se réduit du reste à un mythe assez dangereux. Alors,
Il y a quand même des points intéressants à souligner, et je vais terminer sur un double élément, toujours en m'inspirant d'Elie Halevi. C'est d'abord le déplacement finalement des fondements démocratiques au sein des tyrannies. L'exemple de l'Iran est de ce point de vue extrêmement intéressant, et parce qu'on a là effectivement des révoltes purement démocratiques, individuelles ou collectives, dans un régime que l'on peut qualifier, en suivant Elie Halevi, de tyrannique. Et en fait, cette dimension que Elie Halevi voulait opposer au fanatisme de nationalité, qui pour lui était vraiment la matrice des tyrannies, il opposait le fanatisme d'humanité, qui continue d'une certaine manière à agir comme dans les manifestations en Iran. Et je terminerai sur, au fond, les éléments qui permettent de redonner sens et solidité aux sociétés démocratiques en tout cas. Et moi, je verrais trois niveaux que nous inspire aussi Elie Halevi à travers son analyse de l'ère des tyrannies. D'abord, les institutions. Les institutions, c'est-à-dire, et si on prend l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis, la dimension de la justice qui semble, au fond, encore active, alors même que beaucoup des acteurs, disons, traditionnels de la démocratie américaine clairement ont peur de la réaction, je veux dire, du président et des institutions présidentielles américaines. Donc la justice demeure une institution qui, malgré tout, tient encore aux États-Unis. L'Église, c'est très intéressant, et tout le monde, effectivement, a suivi le sermon, en fait, de l'épiscopal bishop of Washington, Mariette Boudet, très intéressant et très courageux, d'une certaine manière, avec cette idée de la société ouverte qu'elle a bien montrée dans ce sermon de l'inauguration de la nouvelle mandature. Et puis l'université, on en a, je pense, déjà beaucoup parlé. Je voudrais insister, pour finir, dans ces éléments de solidité, sur deux dernières données. D'abord, et ça, je m'inspirais d'Elie Halevi, qui effectivement apparaît comme un grand esprit extrêmement rationnel et profond, mais qui était aussi un homme extrêmement attaché, on l'a dit, au paysage, au sensible. Il avait une maison à Sucy-en-Brie. Il était attaché à la vie même, à quelque chose qui paraît dérisoire, mais qui effectivement est assez important. Et en fait, en suivant Elie Halevi, ça m'a fait penser à un texte que vous connaissez peut-être, qui m'a absolument frappé. C'est le texte de Jacques Decour, écrit après Munich. Et je vais vous lire quelques lignes, parce que c'est saisissant. Il dit « Maintenant, nous préparons à mourir les uns les autres. C'est bien le moment de nous souvenir de l'amour. Avons-nous assez aimé ? Avons-nous passé plusieurs heures par jour à nous émerveiller des autres hommes, à être heureux ensemble, à sentir le prix du contact, le poids de la valeur des mains, des yeux, du corps? Savons-nous encore bien nous consacrer à la tendresse ?» C'est un texte tellement énigmatique et très juste aussi sur, d'une certaine manière, le retour à la vie même. Et enfin, je terminerai par, bien sûr, la dimension du langage, qui est un élément stratégique de domination des démocraties, des tyrannies, pardon. Et là, on pourrait revenir vers le texte d'Albert Camus qui s'appelle « Le socialisme des potences » de 1957, où Camus dit simplement cela. Effectivement, une presse, un livre ne sont pas vrais parce qu'ils sont révolutionnaires. Ils n'ont une chance d'être révolutionnaires que s'ils essaient de dire la vérité. On a le droit de penser que la vérité avec une majuscule est relative, mais les faits sont les faits. Et qui dit que le ciel est bleu quand il est gris, prostitue les mots et prépare la tyrannie. Merci beaucoup. Merci Vincent Duclercq d'avoir posé effectivement ces quelques jalons et ces quelques coordonnées dans la continuité de ce qui a été dit effectivement sur les conférences importantes d'Elie Halevi, et puis d'avoir ouvert aussi comme ça cette fenêtre, et c'est l'objet de cette discussion, vers le contemporain et vers nos inquiétudes qui font écho évidemment aux inquiétudes d'Halevi actuelles. Alors, vous avez mentionné, entre autres exemples, les États-Unis d'Amérique de Donald Trump. Elsa Vidal, vous travaillez plutôt sur la Russie de Poutine. Aujourd'hui, en tant qu'Européens, on est
disons, on était de plus en plus familier de cette menace, et on peut même plus dire que c'est une subversion de la démocratie, parce que ça fait maintenant plus d'une décennie que le régime poutinien, disons, était autre et correspondait à ce que Elie Halevi appelait la tyrannie. On a l'impression d'assister à une telle subversion de l'autre côté de l'Atlantique désormais. Donc c'est un petit peu sur cette hypothèse-là, non pas d'une convergence, mais en tout cas d'un parallélisme ou d'une familiarité entre des types de tyrannie et des types de rapports aussi à la subversion des institutions, à faire fi des institutions, à faire fi des faits. Voilà, j'aurais voulu avoir peut-être votre sentiment sur ça. Est-ce qu'on peut se risquer au parallélisme que faisait avec beaucoup de très forte intuition Elie Halevi dans ces deux conférences des années 20 et 30, à un parallélisme au fond en Europe qui serait d'autant plus criant compte tenu de notre position entre la Russie de Poutine et les États-Unis de Trump. Merci pour l'invitation. Et je m'excuse par avance d'apporter une réflexion profane à hauteur vraiment d'actualité et d'expérience de terrain, plus qu'académique. Ce que j'aimerais répondre dans un premier temps à votre invitation, c'est que non seulement on peut risquer le parallèle, mais on doit le risquer, et on doit même le risquer urgemment, dans la mesure où, indépendamment de différences évidentes qui ont lien d'abord avec la culture politique propre aux États-Unis, la culture politique propre à la Russie, qui leur impose des exercices de style différents dans les terminologies et différents dans certains codes de comportement, il n'en reste pas moins qu'il y a un appel, un retour à une essence des deux pays concernés, qui sont tant la Russie dans son millénarisme de Moscou troisième Rome, phare de l'humanité et terre de prédilection, de conservation de valeurs chrétiennes, et en face des États-Unis qui nous présentent le visage, le revers d'un certain visage libéral, qui est au contraire les États-Unis d'une destinée manifeste, avec là aussi un moteur religieux et un suprémacisme qui se passe qui tend à essayer de se recomposer aujourd'hui par la puissance économique et la supériorité technologique, tel qu'on a pu le connaître aussi dans les années 60. Et donc il y a le retour en des termes qui en surface peuvent paraître variés, mais le recours à des dispositifs politiques et en tant que russophone, j'aurais envie de dire le recours à des techniques politiques. En russe, on dirait des technologies politiques, c'est-à-dire des moyens de mobilisation et de mobilisation de l'opinion, des opinions publiques, mais aussi de l'opinion des acteurs de poids économiques que les autorités politiques cherchent toujours à convaincre et à embarquer dans leurs aventures. Donc la mobilisation de technologies politiques à des fins d'acceptation d'un renversement, d'une révolution, c'est-à-dire une révolution qui serait l'arrivée au pouvoir de nouvelles élites technocratiques, oligarchiques, suprémacistes, toutes deux, et ça pourrait être un motif d'espérance, dirigées vers le contrôle maximum sur leur population, mais aussi l'influence maximum sur le cours des affaires internationales. Alors, ce contrôle maximum sur les affaires internationales pourrait les amener à se confronter, mais il n'est pas du tout dit qu'on ne fasse pas au contraire face à une entente entre empires qui seraient finalement assez d'accord pour revenir à des temps fondateurs de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec une doctrine Monroe, une doctrine en face de l'étranger proche, c'est-à-dire l'acceptation de l'existence de zones d'influence naturelle pour Washington, qui se porterait à l'Amérique du Nord en entier et l'Amérique du Sud très probablement, et l'Europe centrale, orientale, continentale, plus le Caucase et l'Asie centrale pour Moscou, ce qui est d'ailleurs une obsession moscovite, ou
pétersbourgeoise assez récurrente, puisque Yeltsin suppliait Bill Clinton de lui donner l'Europe au début des années 90. Donc il y a deux impérialismes, un troisième impérialisme dont nous n'avons pas parlé, qui est celui de la Chine, et qui a un potentiel, aujourd'hui on dirait disruptif, encore plus perturbant pour nous les Européens. La seule chose qui, moi, me donne espoir, c'est que... Voilà, il y a deux choses. Il y a le fait que l'Europe n'existait pas institutionnellement au décours et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et que depuis, elle s'est constituée. Elle fait face à des détestations, mais elle s'est néanmoins constituée. Et institutionnellement, il y a des outils qui ne cessent de se mettre en place, notamment au travers des dernières crises, qui peuvent nous laisser espérer que nous serons peut-être capables de nous... sublimer, subsumer et nous inventer dans l'épreuve pour créer maintenant, de manière non démocratique peut-être, les outils pour sauvegarder notre démocratie. Mais toujours est-il que dans cette crise, peut-être l'Europe sera-t-elle amenée à redéfinir son projet, ou peut-être dépasser le projet économique, péché capital et péché des origines, pour enfin dresser un horizon politique et combler le vide d'horizon politique, qui est quand même un des grands moteurs qui nourrit la contestation et la détestation et la recherche d'alternatives politiques, et qui porte les populations européennes à juger très durement les modérés et à se tourner vers les radicaux. Donc cette crise est peut-être l'occasion d'un choc salutaire, je l'espère, sinon ce sera l'occasion de notre disparition, au moins temporaire, en tant qu'espace pacifié, espace de normes, espace de discours, espace de raison, espace des faits. Et il me semble effectivement que le champ où se manifeste pour le moment de manière la plus virulente la bataille entre nos deux modèles est le champ lexical, et le champ aussi peut-être des concepts où on oppose au discours, à la raison et à la réflexion la pulsion, à la civilisation l'avènement dans un temps initial recréé, presque religieux, la perpétuation d'un état de crise et de révolution permanente quand nous proposons une gestion, ce qui nécessite du temps, des processus et des accords sur les processus. Toutes choses qui sont par nature extrêmement dépourvues de toute attractivité, de charme et de romantisme. Nous proposons, pour nous sauver du chaos, des méthodes qui seraient celles qu'on attache d'habitude à l'imaginaire technocratique. Et le grand défi pour nous, je pense, c'est de rendre perceptible la beauté fragile de ce que nous avons construit, qui est l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les conversations que nous avons, et qui semblent absolument triviales quand elles sont opposées à des idéaux de grandeur. Or, ce sont les idéaux de grandeur qui nous projettent dans la fournaise des guerres et de la destruction. Ce que nous proposons, nous, c'est un jardin, peut-être un jardin de curé ou un jardin de banlieue, bien entretenu, objet de passation et d'amour dans les familles, d'un soin quotidien. Bref, nous proposons de revenir à l'amour du quotidien, l'amour de ce qui est négocié et l'amour du petit. Ce qui, moi, me laisse à croire qu'on peut encore le faire, c'est qu'il y a des auteurs et des artistes qui se sont fait les chantres de peindre et de rendre visible et sensible la tendresse, la subtilité, la délicatesse, la finesse de nos civilisations, au sens mondial, de cet esprit de concorde et de cet attachement à la normalité, plutôt qu'à la bataille et qu'à la révolution. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a dans nos cultures, en Europe, mais aussi très loin de nous, d'autres hommes et femmes qui construisent ces univers et ces imaginaires. Et j'aimerais croire qu'il nous appartient, à nous qui avons la parole et qui pouvons parfois écrire des livres, parler aux autres à travers les médias, à ramener ce sens du merveilleux dans notre quotidien, ce sens aussi d'un merveilleux qui a été gagné de haute lutte
et qui menace de nous filer entre les doigts à chaque fois que nous cédons à la division, à la radicalité, à la haine. Et c'est facile d'y céder parce qu'il y a tellement de provocations. D'ailleurs, la stratégie qui nous est opposée est une stratégie de provocation et de choc permanent. Et le fait de devoir rechercher des termes mesurés pour y répondre est effectivement une épreuve. Donc, ne pas se laisser radicaliser par ce que je pense être non plus des adversaires politiques, mais des ennemis politiques, c'est une des difficultés qui s'opposent à nous. Mais il faut revenir, je pense, pour peindre un tableau du merveilleux, de la banalité de nos démocraties. Et peut-être que pour ça, il faut faire des pas de côté, aller en Russie ou aux États-Unis pour se rendre compte qu'effectivement, des institutions résistent, des juges résistent, avec d'ailleurs un certain succès. En Russie, ils ont réussi à arracher plus de 12 000 personnes à la mobilisation. Donc il y a des résistances même dans les lieux les plus âpres. Alors je pense que nous aussi, nous devrions être capables de nous saisir de cette destinée qui est la nôtre. Et enfin, je dirais que nous, les artistes, les intellectuels, les journalistes, encore nous qui avons une voix collective et une capacité à parler à un plus grand public, dans cette ère de communication de masse, quasiment de techno-communication, eh bien, nous avons cette responsabilité. Au-delà de l'incapacité à qualifier encore correctement du point de vue idéologique ou du point de vue des sciences politiques les mouvements qui se sont mis en marche et que moi je pense extrêmement barbares au sens de primitifs, qui font appel encore une fois à la pulsion, qui font appel à la brutalisation de la vision du monde, eh bien nous avons la responsabilité d'agir pour demain. La dernière chose que moi je voudrais, c'est me retrouver dans 10 ans à faire l'inventaire de ce que nous n'avons pas su voir et pas su faire. Quitte à faire preuve d'approximation, quitte à brutaliser des concepts, quitte à abandonner le confort de nos réflexions. Et c'est pour cela, je pense qu'il faut bâtir maintenant des ponts entre des intellectuels et des hommes et des femmes politiques, faute de quoi nous devrons écrire la nécrologie de notre civilisation. Voilà. Merci beaucoup Elsa Vidal. Vous avez en quelque sorte ouvert aussi la réflexion à différentes temporalités de ces résistances à l'ère des tyrannies. Il y a effectivement la résistance presque on dirait de la vie de tous les jours, c'est-à-dire affirmer au fond son identité civilisée pour aller très vite, d'une civilisation où voilà, on accorde plus d'importance au fait, à la beauté, au bien qu'au fait de dominer l'autre. Voilà, pour reprendre un petit peu vos réflexions, mais il y a aussi, et vous en parliez également, concomitamment, une résistance qui est plus immédiate. Et on le voit déjà, alors une résistance quand les tyrans se font guerriers, comme c'est le cas explicitement de Poutine, mais aussi lorsqu'on est dans les prémices, dans un entre-deux. Et à cet égard, peut-être que les Européens devraient s'inspirer de ce qu'ont fait les Mexicains ou les Canadiens, par exemple. Et voilà, en faisant montre d'unité, je le mentionne parce que ce sont des discours très forts qu'on a publiés aussi dans la revue que vous pouvez lire et qui sont justement qui résonnent, je trouve, beaucoup avec ce thème de la résistance à l'ère des tyrannies. Donc Nicolas Bavrez, la même question au fond, en reprenant l'héritage d'Halévy et son enseignement, quelle résistance au pluriel, j'aurais envie de dire, dans cette ère des tyrannies. Merci beaucoup. Donc dans l'histoire du libéralisme français 19e, 20e siècle, Halévy, c'est le chaînon entre Tocqueville et Raymond Aron. Tocqueville, c'est la pensée de la lutte entre la démocratie et puis les sociétés d'Ancien Régime. Raymond Aron, c'est la démocratie contre le totalitarisme. Et Élie Halévy, c'est le basculement de l'Europe libérale à l'ère des tyrannies, avec comme pivot la Première Guerre mondiale. Et il a deux caractéristiques qui d'ailleurs sont partagées par Aron et aussi par Tocqueville. D'abord, ce sont des gens qui pensent à la fois la philosophie, la politique, l'histoire, et en les orientant vers l'action. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont vraiment pensé la guerre, alors que généralement, ça a été dit tout à l'heure, quand les philosophes pensent la guerre, c'est comme un objet abstrait, c'est Alain, et ceux qui la pensent
mais en intégrant la géopolitique, la stratégie et ce que ça peut signifier comme engagement pour les citoyens, sont assez rares et c'est leur caractéristique commune. Donc, ce que je voulais essayer de faire, parce que cette génération, on les a rencontrés, hein, Xavier Léon, Brunswick, Halévy, ce sont les créateurs donc de la revue de métaphysique et de morale, c'est la même génération. C'est une génération qui pense à l'ombre de Kant, même si, au moins pour Halévy, ils s'en sont séparés. Et donc je voulais finalement essayer de regarder les trois grandes questions kantiennes qu'on retrouve chez Halévy et voir comment ça peut s'appliquer aujourd'hui. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? Et ça me paraît vraiment sous-tendre cette conférence du 28 novembre 1936 sur l'ère des tyrannies. Alors, rappelons quand même d'un mot le contexte historique. Les années 30, vous les connaissez, mais donc un basculement de l'histoire, la paix manquée de 1918. On devait se retrouver avec la dernière des guerres et on voit pointer un nouveau conflit mondial, une grande dépression mondiale après le krach de 29, et puis une Europe qui se retrouve envahie par les régimes autoritaires et sous la menace du fascisme, du nazisme et du soviétisme, alors que 1918 aurait dû marquer la victoire de la liberté et des démocraties. Alors, dans ce contexte, que nous dit Halévy? Que puis-je connaître? C'est la première chose, et j'appelle votre attention sur le caractère vraiment scandaleux de ce qu'il dit. Parce qu'en 1936, c'est la période du Front populaire, la gauche se vit autour de l'antifascisme, et Halévy, penseur de gauche, libéral mais de gauche, socialiste, dit 4 choses vraiment scandaleuses. Premièrement, la Grande Guerre a été la matrice du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est la guerre qui structure ce siècle, pour une gauche qui reste en grande partie pacifiste dans les années 30. Deuxièmement, c'est la guerre totale qui a enfanté l'État total. La fameuse phrase « Il appartenait à la guerre mondiale de 14 de révéler aux hommes de révolution et d'action que la structure moderne de l'État met à leur disposition des pouvoirs presque illimités. » Troisième chose, il y a une convergence des passions sociales et des passions nationales. Je le cite, « D'un côté, en partant du socialisme intégral, on tend vers une sorte de nationalisme. De l'autre côté, en partant du nationalisme intégral, on tend vers une sorte de socialisme. » Conclusion, les tyrannies modernes, soviétiques, fascistes et nazies, possèdent une nature commune, qui est la nature tyrannique, et elles ont fondamentalement un ennemi principal, la démocratie, la liberté politique. Et par ailleurs, ce sont des régimes qui sont fondamentalement liés à la guerre et qui, de toute manière, mettront en œuvre, de même qu'ils mettent en œuvre une guerre civile permanente, ils mettront rapidement en œuvre la guerre contre les démocraties. Je rappelle que Halévy annonce le caractère inéluctable d'une guerre mondiale dès 1933. En 1929, on l'a dit, mais à partir de 1933, il est très clair, et il dit qu'elle aura lieu dans 5 ou 6 ans, ce qui est assez bien vu. Alors à partir de là, que doit-on faire? Deuxième question, Halévy, c'est effectivement un penseur de l'engagement. Ça a été rappelé, l'affaire Dreyfus, la fondation de la R2M ou de la Société française de philosophie. Il faut voir que pour ces générations, l'intelligence est une arme du combat intellectuel, mais aussi politique. Il s'engage donc comme infirmier pendant la Première Guerre mondiale. Il est le grand homme de l'entente cordiale. Il va essayer d'éviter la divergence entre le Royaume-Uni et les puissances européennes après la Première Guerre mondiale. Et puis donc, il annonce la Deuxième Guerre mondiale et il alerte les démocraties. Et finalement, il dégage 3 fronts. Premièrement, il dit le front géopolitique. Les démocraties doivent s'unir et elles doivent réarmer. Et il dénonce notamment l'angélisme des Britanniques dans les années 30, et il a bien raison. Deuxièmement, la résistance, elle est aussi au sein des démocraties. Il y a un mouvement de corruption de la démocratie. Les tendances tyranniques sont présentes aussi dans les démocraties. Et il faut qu'elles se préparent à la guerre sans tomber, évidemment, dans la dérive tyrannique. Troisième chose, le désir de tyrannie, il est aussi présent dans chaque individu. Et c'est à chaque individu aussi
d'essayer de ne pas succomber aux passions. Et là, il rejoint finalement Solzhenitsyn qui disait que la première résistance face au totalitarisme et face à la violence, elle est intérieure. Troisième question, que puis-je espérer? Et de fait, cette séance de la Société française de philosophie de 1936, elle devait être prolongée. Elle a eu une suite qui est la séance du 17 juin 1939, où Aron a présenté sa vision la première vision très très claire de l'affrontement entre les démocraties, les États démocratiques et les États totalitaires. Et Aron répond, c'est d'ailleurs un échange dramatique, puisque Victor Bache, qui défend l'optimisme et le caractère invincible des démocraties, sera abattu par la milice avec sa femme en 1944. Et Aron répond: je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c'est qu'elles le veuillent. Et donc, pour Halévy comme pour Aron, les démocraties sont mortelles, c'est un point qu'on ne doit pas oublier, mais elles n'ont pas forcément, il n'y a pas de fatalité à leur défaite non plus, à condition qu'elles parviennent à s'unir, à réarmer et par ailleurs à se réformer, à se mobiliser. Alors, est-ce qu'on peut appliquer finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour les trois mêmes questions appliquées à notre situation? On est bien d'accord, en histoire, le pire, c'est l'anachronisme, en philosophie, c'est le manichéisme, et donc le système mondial du XXIe siècle, qui reste organisé autour de l'histoire universelle, reste très différent de celui des années 30. Mais il n'empêche qu'on a des enseignements qui sont vraiment utiles. Premièrement, que puis-je connaître? Nous sommes bien dans la même accélération, le même basculement de l'histoire. Une paix manquée en 89 comme en 1918. On a cru que c'était la victoire de la démocratie, du marché, de tout ce qu'on veut. Bref, on n'a été que dans un nouvel entre-deux-guerres entre 89 et 2022. La mondialisation est maintenant terminée. On a un système multipolaire, volatile, violent, et on est dans un système où, vous l'avez dit, évidemment, il ne faut pas l'accepter, mais la réalité, c'est que nous sommes dans un système extrêmement violent où le guide, c'est qu'aujourd'hui, la force prime le droit, et on a l'ensauvagement qui avait été annoncé par Thérèse Delpech. Et là, on retrouve ce concept de tyrannie. Il est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de notions qui ont été utilisées dans les années 30, après le concept de totalitarisme qui est né à cette époque-là, le concept de démocrature, ça a été rappelé plus récemment. La tyrannie, et c'est vrai que Halévy avait fait sa thèse sur la théorie platonicienne des sciences, la tyrannie dans la philosophie grecque, c'est le pouvoir absolu d'un homme conquis et maintenu par la force. Et il faut reconnaître que je pense que ça a une assez grande portée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est bien d'accord que Trump, Xi, Poutine, Erdogan, Orban, MBS ou Netanyahou, les pays qui sont derrière, les structures économiques, sociales, les histoires sont extrêmement différentes. Mais on a cette même structure d'un pouvoir absolu d'un homme qui souhaite le conquérir et le maintenir par la force, y compris quand il est arrivé par le suffrage universel. J'ajoute que dans la typologie classique des tyrannies, c'est aussi intéressant. Il y en a de trois types. La tyrannie individuelle, Poutine, Xi, MBS. La tyrannie des minorités, une secte, les mollahs d'Iran. La tyrannie de la majorité, les États-Unis de Trump, Erdogan ou Orban. Et l'autre chose qui est fondamentale, c'est que derrière ces tyrannies, il y a un même ennemi. Cet ennemi, c'est la démocratie et c'est la liberté politique. Et c'est le vrai point fondamental qui nous ramène aux années 30, c'est que l'enjeu aujourd'hui, comme ça l'a été ensuite dans les années 50, c'est la liberté politique. Et que c'est cette liberté politique qui est aujourd'hui attaquée par ces régimes, par ces empires autoritaires, et qui sont rejoints aujourd'hui par les États-Unis de Trump. Pourquoi? Parce que ce sont des États qui veulent des zones d'influence, qui récusent la souveraineté, l'état de droit, les droits de l'homme, le respect des frontières, et c'est ça qui est leur principe. Et derrière, on a les mêmes problèmes que dans les années 30, l'explosion de l'Occident, la divergence entre les États-Unis et l'Europe, la divergence entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et l'autre point de comparaison, c'est évidemment la fascination
tyrannique, la fascination pour l'autoritarisme qu'on voit poindre au sein même des démocraties. Alors à partir de là, que doit-on faire? On retrouve les 3 catégories, hein, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le monde tel qu'il est et l'admettre au lieu d'essayer d'être dans le déni, y compris, c'est pas parce qu'il n'est pas agréable et vraiment moralement et politiquement plutôt horrible qu'il ne faut pas essayer de le comprendre, et surtout qu'il ne faut pas se mettre en position d'agir sur lui. Donc, il y a le plan des citoyens, ne pas résister aux passions et au fanatisme. Il y a le plan des nations, il faut remettre d'aplomb notamment un pays comme la France. Et puis, il y a un moment de vérité pour l'Europe. Elle était coincée entre l'isolationnisme des États-Unis et puis les totalitarismes dans les années 30. Elle est aujourd'hui de nouveau coincée entre l'Amérique version Trump et puis la Russie ou la Chine. Et elle se retrouve dans une situation très compliquée où finalement elle retrouve vraiment un sens historique potentiel parce que théoriquement c'est elle qui doit redevenir le refuge des valeurs démocratiques, mais encore faut-il qu'elle se mette en position de pouvoir le faire. Et pour l'instant, donc il y a 3 scénarios possibles: la désintégration avec un nouveau Yalta et puis la fragmentation, l'intégration au bloc nord-américain, ça il y a une majorité d'Européens qui veulent ça, ou la construction d'une Europe puissance. Pour l'instant, elle est plutôt dans les limbes, et le pays qui normalement est porteur de ça, c'est la France, et la France aujourd'hui a disparu, compte tenu de sa crise existentielle, a disparu du paysage. Alors que peut-on espérer? Eh bien, j'allais dire, c'est un peu comme dans les années 30, il faut être pessimiste parce que c'est pas un monde, c'est un monde qui le justifie, mais il ne faut pas être désespéré. Il y a les atouts des démocraties, il y a les faiblesses des empires autoritaires, puisque la Chine est dans une crise économique grave, la Russie c'est un désastre stratégique, Erdogan a des problèmes économiques et financiers, et que quand vous organisez une dérégulation massive sur une économie qui est déjà en plein emploi comme aux États-Unis, ça finit toujours par un crack. Quand vous faites une guerre commerciale, il y a toujours des répliques. Bref, y compris l'embardée américaine, il y a toute une série de contre-pouvoirs internes qui sont désarmés, mais il y a d'autres contre-pouvoirs qui finiront par jouer. Et puis si on veut être optimiste, on peut aussi regarder que en Europe du Nord, par exemple, c'est sûrement un des endroits du monde où on arrive à concilier compétitivité, solidarité, innovation, transition climatique et puis réarmement face à la Russie. Donc l'Europe n'est pas forcément complètement hors du jeu pour tout. La conclusion, je pense qu'elle est très claire. Aujourd'hui, nous sommes en 1938, au moment où l'ère des tyrannies a été... Nous avons des structures qui sont assez semblables, nous avons des risques et des menaces qui sont assez semblables, et nous devons avoir, face à cette situation très difficile, à la fois ce que nous montre Halévy, ce qu'a montré aussi Raymond Aron, le courage de la vérité, c'est-à-dire que nous devons accepter de penser et de comprendre ce monde tel qu'il est, de nous y préparer, et deuxièmement, nous devons combattre pour la liberté et ne pas oublier que tout le reste est très important, les problèmes économiques, évidemment les structures sociales, les inégalités, mais que dans une période comme ça, la seule vraie boussole, c'est la liberté politique. Et c'est ça qu'il nous faut garder, et comme nation, et comme citoyens. Et là, je finirai simplement par vous rappeler la phrase effectivement finale de l'ère des tyrannies, qui renvoie bien à la responsabilité de chaque citoyen. La responsabilité des maux qui tourmentent l'humanité doit être transférée des hommes d'État au commun peuple, c'est-à-dire à nous-mêmes. La sagesse ou la folie de nos hommes d'État est purement et simplement le reflet de notre propre sagesse ou de notre propre folie. À nous de substituer un esprit de compromis à un esprit de fanatisme. Vous voyez, Montaigne disait « Notre bien comme notre mal ne dépendent que de nous ». Eh bien, c'est cette grande filiation libérale qui peut nous aider à penser, mais aussi à résister aux risques de notre époque. Merci beaucoup. On n'a pas parlé de la place de la guerre dans les démocraties. Merci beaucoup, Nicolas Bavrez. Effectivement, vous faites aussi le lien entre deux choses qui sont très dans la description finalement d'Élie Halévy comme d'un savant et d'un
intellectuel engagé. Finalement, c'est les deux étapes que vous décriviez, c'est-à-dire voir la vérité en face et cet acte de description qui peut être risqué. Vous utilisez l'adjectif de scandaleux pour les remarques justement d'Halévy, et un engagement voilà, qui est politique. Et ces deux choses en fait vont de pair aussi avec l'acte, par exemple, de faire des revues, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles soient beaucoup plus anciennes, comme la revue de métaphysique et de morale, animée par Halévy et que vous dirigez aujourd'hui, Denis Campouchner. Donc, je vous pose la même question qu'aux autres intervenants. Quels sont les outils, les moyens, les formes de la résistance aujourd'hui à l'ère des tyrannies ? Vaste sujet, vaste sujet. Merci à Vincent Duclerc, à l'équipe du Grand Continent et à Perrine Simon-Naoum de leur invitation. Je vous permettrai de saluer dans l'auditoire deux personnes, Madame Dominique Schnapper au premier rang et Madame Marianne Bastide-Bruguière, qui était directrice de l'école littéraire au moment où j'ai eu le bonheur d'enseigner dans cette maison. Mon propos sera plus limité que celui des orateurs ou oratrices qui m'ont précédé, mais je crois assez convergent. Donc je prends la parole en tant que président depuis 2019 de la Société française de philosophie et directeur de la publication de la revue de métaphysique et de morale. Les deux charges vont de pair, la Société française de philosophie étant propriétaire du titre de la revue, qui est par ailleurs publiée d'assez longue date maintenant par les presses universitaires de France. Alors, si on considère le prestigieux passé de ces deux institutions, l'une fondée en 1893, l'autre en 1901, et leur rôle dans l'histoire de la philosophie française du XXe siècle, évidemment, l'accès à ces charges et leur exercice ont de quoi donner le vertige. Il ne faut pas trop céder au vertige. Dans un sens ou dans l'autre, la glorification ou l'excès d'humilité. Quoi qu'il en soit, lorsque les circonstances vous appellent à ces sortes de responsabilités, pour ma part à la suite de Didier Deleuil et antérieurement à celle de Bernard Bourgeois, obligation vous est faite de maintenir et de prolonger, de chercher à maintenir et à prolonger une tradition. La question est comment, dans un paysage à ce point transformé. Alors, je n'avais pas prévu au départ d'évoquer les prémices de la revue de métaphysique et de morale. Quelques mots quand même pour un caractère un peu historique à propos de l'introduction non signée de la première livraison de 1893. Elle est due à deux jeunes gens, dont l'un a 25 ans, Xavier Léon, et l'autre pas encore, je crois, 23 ans, Élie Halévy. Cette introduction mérite encore aujourd'hui d'être méditée. Elle définit le projet de la revue par contraste avec ceux de deux périodiques qui l'ont précédé, la critique philosophique, politique, scientifique et littéraire de Renouvier et Pillon, et puis qui deviendra l'année philosophique, et puis d'autre part la revue philosophique de la France et de l'étranger, fondée par Théodule Ribot en 1865. Je ne m'attarderai pas sur ces relations. Il s'agit, avec la nouvelle revue, à la fois de s'abstenir d'un propos trop spécial et de résister à une certaine intimidation qui placerait les recherches philosophiques sous la dépendance des disciplines positives. On ne veut pas, écrivent les fondateurs, suivre le mouvement des idées, mais essayer de lui imprimer une direction. Cela signifie donner du relief aux doctrines de la philosophie proprement dite, tâcher de l'aider à reprendre son empire avec une vitalité comparable à celle qu'elle possède en Allemagne et en Angleterre, comme aussi en Amérique. Et plus précisément, éviter 4 formes de fourvoiement: la verbosité mystique, la soumission mécanique à des programmes scientifiques, l'aimable accommodation à un bon sens non critiqué, et puis le mirage d'une philosophie d'État représentée par l'éclectisme de Victor Cousin, qui n'a réussi, disent les fondateurs, qu'à faire perdre à la discipline crédit et influence. Donc, à leurs yeux, la philosophie a toujours vocation à s'occuper des principes du savoir et de l'action et des conditions générales de l'existence.
Dans le domaine ainsi circonscrit, elle se suffit à elle-même, d'où la revendication résolue de la métaphysique et de la morale, ce qui s'entend toutefois sans aucune condescendance envers les sciences spéciales, dont la philosophie, liée de toujours aux sciences mathématiques, recueille avidement les résultats généraux. Sans perte de relation avec l'histoire, pourvu que les idées ne soient pas converties en purs objets d'érudition, et bien sûr sans aucune crispation nationale ou sectaire. La revue se fait l'écho des publications anglophones et germanophones et donne une place centrale à la discussion philosophique. Cela d'autant qu'une note publiée la même année convient que les philosophes déjà se lisent trop peu entre eux. Pas davantage n'est-il question d'oublier la chose publique, en un temps très agité, où, faute des conditions même de l'équilibre intellectuel et moral, les esprits se séparent et se dispersent, et où le sol de la société paraît près de se soulever sous l'action de forces aveugles et terribles. Nous sommes en 1893. L'indispensable est d'entretenir la lumière de la raison et de servir sa cause, ce qui suppose que la pensée philosophique en France soit mise en demeure de se développer publiquement avec le concours de tous ceux qui l'aiment et la cultivent. Alors, 125 ou 130 ans après, avec entre-temps donc d'immenses bouleversements, où en sommes-nous? La société poursuit ses travaux, la Société française de philosophie, la revue de métaphysique et de morale aussi, sous une élégante couverture bleue. La société, environ 160 membres sociétaires, plusieurs dizaines de membres associés, poursuit ses réunions autour de conférences et de réponses à ces conférences, 4 fois par an, sans compter les colloques. Vous pouvez vous en informer et entrer en contact avec nous. Il existe un site dédié. La revue poursuit ses livraisons, 4 par an aussi. Il faut bien l'admettre toutefois, plus aucune institution de ce genre, plus aucune revue ne peut prétendre jouer un rôle comparable dans la philosophie universitaire, nationale ou internationale. Même si l'on peut parler d'une relative rétraction au sujet du périmètre académique de notre discipline, le monde de la philosophie universitaire s'est, au fil des décennies, surtout depuis les années 60 d'ailleurs, énormément étendu et il est aujourd'hui extrêmement segmenté, sinon même balkanisé. Je ne parle pas de la production philosophique du genre non académique qui a, quant à elle, comme vous savez, proliféré. À ce phénomène de segmentation est associé pour la philosophie du genre académique, le terme étant d'ailleurs toujours difficile à manier, mais je l'utilise pour ma part évidemment pas de manière péjorative. À ce phénomène est associée une crise du lectorat qui ne doit pas tout à la nouvelle économie numérique. Pour les revues, cette crise du lectorat est d'ailleurs pour les revues associée à une relative crise de la production, dans la mesure où notamment la forme article n'est plus spontanée, à distinguer des communications dans des rencontres. La forme article n'est plus spontanément choisie par les collègues les plus chevronnés. Donc l'offre en matière d'articles émane plutôt de tout jeunes chercheurs qui ont intérêt à publier dans les périodiques de renom. Dans ces conditions, une solution possible pour les directions de revues consiste à accepter des dossiers clés en main, par exemple issus de colloques. Nous avons, la rédaction mise en place en 2019, cherché à reprendre l'initiative. C'est pourquoi nous proposons nous-mêmes des thèmes. Dernièrement, Conscience, Nouvelle Recherche. À venir, les canons art, littérature, philosophie, métaphysique des sciences, déséquilibre, la responsabilité. C'est nous qui sollicitons les expertises. Ce faisant, nous sommes attachés et nous attachons à maintenir l'ouverture intellectuelle qui a caractérisé la revue dès son départ, ce que dans sa recension des derniers volumes parus des œuvres complètes d'Elia Lévy, Métaphysique et morale, correspondance philosophique, Laurent Jaffraud, mon collègue directeur éditorial de la revue, désigne comme l'esprit de liberté. Ce sont donc les derniers mots du premier numéro de 2025 dont nous venons de rendre les épreuves. Imprimer une direction au mouvement des idées, comme disaient les fondateurs, ce serait évidemment beaucoup présumé, énormément.
et plus encore, faire briller la lumière de la raison sur les hauteurs visibles à tous les regards qui voudront s'y diriger. Si l'on suit ce qu'indiquait Perrine Simon-Naoum, il est clair que ces mots de 1893 n'auraient déjà plus tout à fait leur place en 1920. Cependant, le fait reste. Et je ne m'éloigne que très apparemment du sujet de cette session. Le fait reste que sur de très nombreux objets, il reste une quantité considérable de travail philosophique à accomplir sur les formes de la rationalité, incluant celle de la science, les valeurs, les droits culturels, les fins de l'éducation, le devenir des subjectivités, etc., mais aussi sur le rapport cerveau-esprit, la définition du vivant et autres problèmes portés par la recherche contemporaine, ou aussi bien sur toutes sortes de concepts fondamentaux. La question subsiste, nous trouvons-nous aujourd'hui assez au clair ? La réponse sera plutôt négative, mais bien entendu, cette question ne se pose qu'à partir du moment où l'on accepte de donner un sens à ce nous, c'est-à-dire de postuler, quoi qu'il en soit des circonstances, une collectivité ouverte à laquelle restera attachée la figure d'une république universelle des esprits. Et dès lors que cette idée conserve son sens et sa nécessité, une revue de philosophie et même de métaphysique et de morale, avec le devenir, en tenant compte du devenir de ces deux domaines, doit rester possible en tant que forum philosophique, offrant analyse, discussion, synthèse, bilan, particulièrement sur les grandes questions aujourd'hui débattues dans la communauté philosophique internationale. Par ces mots, me suis-je éloigné de notre sujet d'aujourd'hui? Je n'en crois rien. Les tyrannies auxquelles nous avons affaire ne sont plus exactement, cela a été noté abondamment dans cette riche après-midi, celles dont Elie Alevi indique que l'ère, sinon les prodromes, date d'août 1914. Bon, je laisse de côté la discussion qui pourrait se prolonger, pas seulement entre historiens, sur le parallélisme entre soviétisme et fascisme. L'âge des totalitarismes, le mot totalitaire est bien prononcé par Raymond Aron lors de la séance du 28 novembre 1936. L'âge des totalitarismes est derrière nous. En revanche, nous avons affaire, cela a été multiplement souligné, à l'évidence, à de nouveaux types d'autoritarisme associés à de nouveaux systèmes de prédation et de contrôle, un contrôle qui est appelé à s'exercer de plus en plus dans la sphère de l'information et de la culture, et cela non pas tant en aval de la production correspondante qu'en amont via les circuits de financement. Le risque pour nous tous qui défendons une conception exigeante de la philosophie et des sciences sociales, c'est celui d'une progressive, comme on dit aujourd'hui, invisibilisation. Et d'autant que, pour des raisons tout à fait historiques à approfondir, nous manquons aujourd'hui de voix fortes. Donc la question se pose en effet comment résister, comment percer le mur du son idéologique, comme disait tout à l'heure Frédéric Worms. La réponse est indiquée par notre ami directeur de l'école, effectivement, assumer les différents versants de la responsabilité intellectuelle. Je dirais, pour ce qui concerne la philosophie, en dehors des engagements personnels et des prises de position publiques, la résistance dont il s'agit passe par la recherche dans nos productions du maximum d'utilité. C'est bien entendu un terme lourd, marqué par une tradition à laquelle Elie Alevi a consacré toute une part de son œuvre. Je voudrais juste préciser 2 points. Premièrement, cette utilité ne peut manquer de se définir par un côté comme utilité sociale. Et il est très dommage que depuis 30 ou 40 ans, la question de l'utilité sociale de la philosophie ait été parmi nous, au fond, si délaissée. Mais bien sûr, le mot social ne peut pas avoir ici valeur de restriction. Il faut qu'il soit entendu que l'utilité recherchée se définit comme universelle.
Deuxièmement, la recherche de cette utilité n'est absolument pas antinomique avec celle de la rigueur, au contraire, car le plus utile dans nos domaines n'est jamais ce que dicte l'urgence du moment, mais au contraire ce sur quoi l'on gardera toutes les raisons de s'appuyer ou ce en quoi on gardera toutes les raisons de se ressourcer, autrement dit, ce qui peut prétendre à devenir classique. Or, le souci de l'utilité ainsi conçu n'est pas, nous ne le dissimulons pas, n'est pas ce qu'il y a de plus partagé. Ne nous le dissimulons pas, la plus grande partie de la production philosophique relève de ce que Thomas Kuhn appelait la science normale. Elle est avant tout en quête d'une légitimité institutionnelle dans des cadres restreints et prédonnés. Or, il s'agit d'aller au-delà avec la conception la plus large possible des enjeux. Donc de chercher à s'adresser toujours à d'autres qu'à des spécialistes, alors qu'il est aisé, bien sûr, de faire de la philosophie, pour ainsi dire, en circuit fermé. Je prononcerai volontiers le mot de scolastique, souvent pris péjorativement, sauf qu'on peut aussi parler d'une utilité du ou de la scolastique. Donc, j'insisterai pour finir sur un point, c'est que l'essor des populismes et des nouveaux autoritarismes, l'affaiblissement des régimes démocratiques ont partie lié, c'était indiqué à l'instant, avec les résultats décevants de l'exercice du pouvoir par les partis, disons, social-démocrates, gauche modérée. Il s'agit du vide d'horizon dont parlait Elsa Vidal. C'est le problème des doctrines insuffisamment réfléchies qui ont été les leurs, souvent sans vrai effort pour mesurer les difficultés et imaginer les nouveaux équilibres. Je pourrais témoigner, par exemple, du vide d'idées chez beaucoup de responsables français en matière d'éducation et de devenir du système éducatif. Comment concevoir un système d'éducation très généralement efficient, satisfaisant pour tous, dans un contexte d'exaspération structurelle des inégalités et de renforcement des systèmes de captation de l'attention, etc. C'est un problème parmi toutes sortes d'autres dont les philosophes doivent se soucier. La liste ne saurait être limitative. Il y aura beaucoup de travail. Il reste énormément de travail. Il faut, par-delà toutes les bouleversements que nous pouvons avoir à l'esprit, pour cela, conserver joyeusement et retrouver quelque chose de l'élan des fondateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, il nous reste effectivement 10 minutes pour prendre d'éventuelles questions de la salle. Alors, des questions, des vraies questions Oui, bonjour et merci beaucoup pour tous ces débats. Je vais vous poser une question. Comment résister aux tyrannies ? Il me paraît qu'il y a souvent une parole académique, une parole politique. Est-ce que les sociétés civiles ne sont pas d'elles-mêmes capables de résister aux tyrannies ? Je pense par exemple à la société civile ukrainienne, où on parle de tout ce qui va être poids du politique, des oligarchies, etc. Mais finalement, il me semble que cette société civile est très, très résiliente. Et quand il y a de la corruption, maintenant, la société civile, des associations, s'adressent directement aux bailleurs de fonds et même pas aux politiques. Mais même en Russie, où la société civile semble asphyxiée, il me semble que Poutine lui-même n'ose pas déclarer la mobilisation générale de peur que cela déclenche un mouvement populaire spontané et qui finalement remettrait en cause son pouvoir. D'ailleurs, on voit bien que Poutine consacre une partie de ses forces les plus importantes à sa propre protection, et ce qui est quand même aussi une des caractéristiques de ses pouvoirs. Merci. On prend peut-être une autre question avant de laisser la parole aux intervenants, s'il y a une autre question. Vincent Duclerc, peut-être. Oui, votre question est très intéressante d'abord par rapport à Elia Lévy, puisque tout son travail sur l'histoire du peuple anglais au XIXe siècle, c'est précisément de montrer que l'esprit démocratique des Anglais est fondé sur l'association, fondé sur
effectivement des structures de société civile. Et c'est la force, en fait, on l'a vu, notamment de l'Angleterre face à l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Insistons aussi sur le fait que l'association, c'est quand même aussi une des très grandes libertés dont Élie Halévy est l'héritier, puisque c'est 1901, c'est donc une des réponses à l'assaut anti-Dreyfusard de la République. Hein. Et Élie Halévy, il faut s'en souvenir, a été aussi un grand Dreyfusard. Hein. Il a agi en signant des pétitions, et surtout il a agi en sollicitant l'engagement de grands philosophes, dont par exemple Émile Boutroux. Hein. Il y a une très belle lettre d'Émile Boutroux contre l'antisémitisme et pour la défense de la liberté politique. Et bien, c'est Élie Halévy qui est allé la chercher. Donc il était très jeune à l'époque, effectivement, parce qu'il est né en 1870. Hein. Et puis la dernière chose, et ça rappelle au fond le début de notre rencontre, et notamment ce qu'a dit Philippe Collin, c'est qu'au fond, c'est en fait le grand enjeu probablement des démocraties aujourd'hui, c'est d'inventer des récits de cette résistance des sociétés civiles. Et le récit est fondamental, et en fait, Philippe Collin l'a très bien montré. Je crois qu'il faut effectivement s'efforcer. Je vais prendre un exemple qui est majeur pour le génocide des Arméniens. Si effectivement le génocide des Arméniens est connu, et si la résistance d'un certain nombre d'Arméniens est connue, c'est à cause du grand roman de Franz Werfel, Les 40 jours de Moussada, que Werfel, écrivain de langue allemande, écrit en 1933 pour avertir les Allemands de ce qu'est la haine raciale. Donc effectivement, l'enjeu du récit, donc de la langue aussi, et des artistes, des écrivains, des dramaturges, tout ça, est tout à fait essentiel pour la résistance des démocraties. Vous avez évidemment raison, la société civile, c'est un des pôles de résistance possibles. Il y en a trois, en fait, trois grands blocs normalement dans une démocratie. Il y a les institutions, avec le système de contre-pouvoir et puis l'état de droit, la société civile et puis un peu l'état des mœurs. La question qui se pose, c'est que donc c'est un contre-pouvoir, mais il peut être désarmé. Et on l'a vu dans le basculement très rapide, en fait. Ça a été le cas de la rupture très rapide et brutale et des institutions de l'état de droit et puis de la société civile dans les années 30 en Italie ou en Allemagne. Et on a en ce moment un cas, j'allais dire, de laboratoire avec les États-Unis de Donald Trump. Parce que les institutions, on voit qu'à la suite du premier mandat, là, il a quand même vraiment porté beaucoup plus le fer, et ne serait-ce que parce qu'il a colonisé une partie de la justice, puisque dans tous les executive orders qui ont été pris là, il y en a toute une série qui sont complètement illégaux. Par exemple, la fermeture des agences, le licenciement des... Bon, tout ça, normalement, c'est les pouvoirs du Congrès. Et c'est pas le... Donc, il va y avoir des contentieux sur toutes ces décisions et on va voir un peu ce que ça va donner. Mais là où on a quand même une limite aujourd'hui, et l'autre grande limite, c'est que la société civile, elle est contaminée elle aussi, et notamment par la radicalisation et la polarisation qui est accrue par les réseaux sociaux. Et on a cette espèce, enfin aux États-Unis, de choses extrêmement bizarres, de l'alliance, un populisme qui repose sur l'alliance d'un despote, des milliardaires et de la classe moyenne déclassée. C'est avec le peuple MAGA. Et donc, comment est-ce que... et c'est pour ça que sur les contre-pouvoirs, bon, les États vont continuer à jouer leur rôle, la justice est quand même fragilisée. Sur la société civile, on voit très bien que les choses sont extrêmement partagées. Donc la société civile, il ne faut jamais oublier qu'elle aussi, dans une démocratie, d'ailleurs fort heureusement, elle n'est pas homogène. Elle est traversée par beaucoup de courants contradictoires. Et donc ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est effectivement très intéressant parce que c'est vraiment on est vraiment sur un point de bascule potentielle. Donc, dans l'absolu, évidemment, vous avez raison, et ça a été dit, c'est normalement une des supériorités du Royaume-Uni sur la France, c'est qu'au Royaume-Uni, la vigueur de la société civile fait que c'est un pays qui se réforme via la société civile, qui oblige
ça reste un système en réalité, une société aristocratique, mais l'aristocratie est obligée de tenir compte par la société civile des changements du monde. En France, on sait que depuis la Révolution, le but, ça a été d'avoir l'État et le citoyen et d'éradiquer la société civile entre les deux. C'est pour ça que, normalement, nous, on arrive à se moderniser que par la rupture, comme en 58. Mais aujourd'hui, ensuite, on voit que l'histoire des pays est toujours plus compliquée, parce que, par exemple, 79, Thatcher, c'est une modernisation par la brutalisation, donc entre guillemets, une réforme à la française chez les Britanniques. Et il nous est arrivé d'arriver quand même dans notre histoire à faire des réformes. Par exemple, pendant les débuts de la Troisième République, sans avoir recours à des quasi-révolutions comme en 58. Donc, voilà pourquoi, évidemment, c'est un des points, un contre-pouvoir classique dans les démocraties, mais comme tout contre-pouvoir, il n'est pas absolu et il dépend aussi des circonstances et puis du jeu politique et puis de la manière dont les sociétés évoluent et sont travaillées par des courants contradictoires. Que pensez-vous de l'auto-effondrement d'une tyrannie ? Est-ce que, en fait, pour enregistrer, on est obligé de parler dans le micro. Mais il y a une question ici, monsieur. Bonjour et merci pour cet après-midi passionnante. Moi, j'avais une question sur le récit, puisque la question a été abordée à plusieurs reprises. Et évidemment, je trouve qu'elle interroge sur les modalités d'élaboration de ce récit. Et en fait, sachant que par ailleurs, il y a des grands récits qui se sont effondrés, c'est-à-dire la croyance dans le progrès, etc. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que le récit dont on parle ne doit pas être élaboré sur la base déjà d'une série de récits individuels, et notamment de témoignages, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent de tyrannie ici et maintenant dans le monde. Et donner à voir des personnes, c'est-à-dire des vraies personnes qui souffrent de ces régimes tyranniques, sur la base de faits, sur la base... Est-ce que ce n'est pas un fondement, disons, de l'élaboration de ce qui pourrait être à terme un récit collectif ? Alors je ne sais pas à qui d'entre nous vous adressez votre question, mais c'est un point qui m'a fait traverser l'esprit à moi-même en écoutant nos collègues. Pour ma part, je reste un peu perplexe par rapport à cette problématique du récit. Je vois bien ce que peut être le besoin de récit qui va de pair avec le besoin d'horizon, le besoin de direction, de savoir vers quoi l'on va en même temps que d'où l'on vient. Mais c'est vrai, un récit sommaire, c'est du mythe, c'est de l'idéologie, c'est ce dont nous ne voulons pas. Un récit complexe, ce sont des récits complexes qu'il nous faut, et des récits nuancés. Comment peuvent-ils être construits de manière à s'imposer dans l'espace public? C'est en effet toute une question. Et pourtant, elle est naturellement très, très, très instante. Merci beaucoup. Je pense que Vincent Duclerc, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est un enjeu, effectivement, pour Elie Halevi aussi, parce que cette fameuse conférence de l'ère des tyrannies, c'est vrai qu'elle est assez aride. Il y a le syllabus, et puis après, il y a l'échange, effectivement, au sein de la Société française de philosophie. Il y a les lettres qui sont adressées, donc c'est une sorte de dossier. Et du reste, pour l'éditeur, les belles lettres, c'est un souci néanmoins, parce que les livres d'Elie Halevi ne sont pas un événement aujourd'hui. On peut le regretter, vu effectivement la force des idées. Néanmoins, les conférences d'Oxford sont plus intéressantes de ce point de vue-là. Elles sont plus, elles suivent un fil de démonstration et avec un sens aussi, je pense, pas de la mise en scène, mais de l'expression justement d'une histoire tragique qui se met en place devant laquelle les savants doivent
finalement agir. Et puis pour terminer, parce que c'est tout l'enjeu, effectivement, le récit, c'est aussi l'appauvrissement, c'est peut-être aussi la manière de faire, de refuser le savoir exact, puisque là, en fait, il y a quelques jours, l'avocat franco-américain Philip Sands était présent, et Philip Sands est connu pour avoir écrit en fait un livre qui est narré, qui n'est pas romancé, mais qui est narré de manière... Il lui-même se met en scène, puisqu'il arrive à l'ancienne Lemberg, qui est libre aujourd'hui, et en Ukraine, et il raconte en fait le destin de deux grands juristes, et donc c'est assez aride, parce que c'est Ernst Lauterpacht, qui est le père du crime contre l'humanité, et Raphaël Lemkin. Et il arrive dans ce livre à faire comprendre au fond la profondeur de la création de cette incrimination. Il révèle même des éléments factuels qu'on ne connaissait pas. Donc là, il y a une possibilité d'être dans le récit tout en étant dans la recherche de la vérité. Et c'est pour ça, du reste, c'est intéressant, le livre a eu beaucoup de succès. Donc on voit quand même, et le livre a été transposé en pièce de théâtre, par exemple. Donc c'est possible, c'est possible, mais effectivement, il faut le vouloir, comme le rappelait Nicolas Babret. Ouais, sur le récit, il faut se méfier parce qu'en réalité, sur le récit, les ennemis de la liberté ont toujours un avantage. Parce que les idées simples et fausses, ça marche toujours mieux que les idées compliquées et justes. Et on l'a vu avec le communisme, on le voit avec le populisme. Donc, ensuite, les individus ne suffisent pas, mais comme toujours... En politique, il faut que les idées ou les projets s'incarnent à un moment donné. Donc il faut... il y a un exemple qui est très intéressant. Dans les années 50, vous avez les témoignages de Madame Buber-Neumann, etc. Tous ces témoignages-là ne sont absolument pas... Enfin, sont refusés avec le voile de l'idéologie. Dans les années 70, quand c'est Solzhenitsyn, là, pour le coup, le voile se déchire. Alors, c'est vrai que c'est aberrant qu'il ait fallu un quart de siècle pour... Et donc, vous voyez, par exemple, Navalny, normalement, le sort de Navalny après Nemtsov, tous les autres, chez les Russes, ça aurait dû... en réalité, le choc Navalny a été tout à fait contenu, alors qu'il est extrêmement révélateur et que c'est quand même un personnage... très puissant et qui a vécu un véritable martyr. Donc, mais on voit que ça ne suffit pas pour faire bouger le système. Mais pour revenir à la question précédente, en même temps, quand on regarde l'Union soviétique, elle est partie de l'intérieur à la suite de l'accumulation et justement par le fait que la foi communiste avait disparu et le système de terreur ne marchait plus. Mais tant que le système de... C'est le cas de ce qui se passe en Iran, plus personne ne croit au régime, mais le degré de terreur est tel, et comme les gardiens de la Révolution maîtrisent aussi 40% du PIB, pour l'instant, ça ne tient que sur la terreur. Au bout d'un moment, ça finit toujours par s'effondrer. Et pour le coup, il faut croire, il faut espérer dans la sagesse grecque qui disait qu'un régime politique qui a toutes les femmes contre lui, normalement, à terme, finit par perdre. Merci beaucoup. Il y a une toute dernière question, très brève, avant les conclusions de cette journée. J'adhère, tout à fait. Moi, j'ai une question. On a parlé de tyrannie. Qui dit tyrannie dit tyran. Donc, vous avez cité un certain nombre de personnalités. Il y en a encore quelques bonnes dizaines en Afrique et ailleurs. Donc, État. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres tyrannies, infra- ou supra-étatiques? On le voit avec le poids de la Silicon Valley, poids des idéologies. D'autre part, on a dit tout à l'heure que la Russie n'avait plus d'idéologie à proposer. Ben si, elle en a une très forte. Nous avons sauvé le monde, nous avons une histoire, nous avons une identité, y compris géographique. Voilà, donc sur ces deux questions, est-ce qu'on peut lutter contre ces tyrannies qui, évidemment, dépassent les États? Est-ce que les États comptent encore pour lutter contre les tyrannies? Est-ce qu'on n'est pas passé à d'autres systèmes de régulation? Et que faire contre ces idéologies qui sont même plus rampantes, mais qui sont affichées, de contestation de l'environnement, de retour de nationalisme, de retour à « c'était mieux avant », etc. Alors, sur les États, on est quand même dans un moment de l'histoire où c'est le grand retour des États. C'est le retour de la géopolitique, des empires, des frontières, de la souveraineté. Ce qui se passe aux États-Unis est très particulier parce que, là encore, on a des objets.
faut pas être, on a des objets qu'on n'a jamais vus. C'est-à-dire que les libertariens de la Silicon Valley sont des enfants de l'État américain. Elon Musk, Tesla, c'est des subventions publiques au départ, et SpaceX, c'est la NASA. Et quant aux GAFAM, ils ont eu beaucoup d'argent et aucun problème de concurrence parce qu'ils étaient directement liés au système de renseignement américain. Donc, ce qui est très singulier, c'est que quand il y a une alliance vraiment perverse d'une personnalité à tendance despotique, de la big tech, de Wall Street. Et ça, c'est vrai que pour une démocratie, c'est un système qui est très malsain. Mais en réalité, les libertariens américains, les techno-libertariens, ils sont beaucoup plus proches de l'État américain que de ce que leur discours laisse penser. Donc, pour le coup, je pense que dans le moment où on est vraiment revenu à un moment où c'est la politique qui a repris les rênes pour le pire plutôt que pour le meilleur. Alors ensuite, elle peut faire des alliances avec ces grandes forces économiques, ce qui est le cas aujourd'hui aux États-Unis. Mais il faut être clair, hein, quand ça divergera entre Trump et Musk, c'est Trump qui gagnera. Et donc, c'est là où s'il doit y avoir une heure de vérité, ça tombera pas du côté de la tech. Donc voilà pour ce moment qui est effectivement très, très singulier. Mais c'est vraiment un moment où la politique a repris le pas. Et sur l'idéologie en Russie, en réalité, dans le système Poutine, ce qu'on peut comprendre de la société, plus personne, les Russes ne croient plus à Poutine. Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas se révolter, mais il n'y a pas aujourd'hui sur la guerre en Ukraine, par exemple, il n'y a pas d'adhésion à cette guerre. Il y a des gens qui sont enrôlés parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais il y a eu au début un moment nationaliste, mais qui, en réalité, aujourd'hui, on le voit, est tout à fait dissipé. Mais il reste, comme en Chine, où il y a aussi une opinion publique, mais il y a un appareil, Big Brother numérique. Et en Russie aussi, pour l'instant, j'allais dire, le coût, le risque de la révolte est extrêmement grand, mais ça bougera sans doute à un moment donné ou à un autre, avec même si les sanctions mettent du temps, etc., mais le laminage quand même de fond de la société russe va finir par provoquer des craquements. Ben, merci beaucoup à tous les trois, évidemment, et à Elsa Vidal qui a dû partir un peu plus tôt pour cette discussion. Merci. Et du coup, je laisse la parole à Perrine Simon-Naoum et Gilles Gressani pour les conclusions de cette journée Élie Halévy. Merci beaucoup. Donc, quelques mots peut-être pour non pas conclure, parce que je crois que la seule conclusion qui s'impose, c'est que nous avons du travail et que il faut nous y mettre. Juste peut-être 2 points, donc pour un point d'étape de cet après-midi. Et la manière dont ce qu'on peut retenir de l'œuvre d'Élie Halévy et de ce grand livre qu'est L'ère des tyrannies. D'abord, j'ai été frappée du fait que le dernier livre de Timothy Snyder porte le titre de Liberté. Et que dans ce livre, il affirme le lien qui unit les idéaux et la conduite de la politique. Je cite, « Sans idéaux, impossible d'être réaliste. Oublier la liberté, ajoute-t-il, c'est se méprendre sur le monde et le changer en pire. » Je crois que c'était déjà la conviction entre les deux guerres qui était celle d'Élie Halévy, mais c'est aussi, me semble-t-il, ce que nous avons entendu en écho de l'ensemble des communications de cet après-midi. Alors la question qu'on doit se poser, c'est d'où vient le fait
que nous l'ayons oublié. Et je dirais que ça vient sans doute de la difficulté où nous sommes de définir ce qu'est la liberté, particulièrement en France, où le libéralisme politique n'a jamais trouvé à s'épanouir, incarné par de trop rares figures, comme celle de Raymond Aron, de François Furet, de Nicolas Bavrez ou de Dominique Schnapper. La liberté, déclinée au présent, est évidemment quelque chose de très complexe, on l'a rappelé. Elle doit tenir l'équilibre entre l'individu et le collectif. Elle ne doit être ni essentialisatrice ni assignatrice. Elle doit concilier progrès technique et informationnel et esprit critique. Elle doit s'appuyer sur une volonté de débattre et un désir de résister. Et c'est donc, on l'a vu, je crois, par le rappel de son ancien récit, mais aussi la nécessité où nous sommes aujourd'hui d'en forger un nouveau, qu'elle doit commencer. Et je crois que, pour ma part, c'est l'une des leçons que je retiendrai de cet après-midi. La deuxième leçon, peut-être le second point que j'aurais voulu souligner, tient dans l'importance des amitiés. Vincent en a parlé, Elsa en a parlé aussi, dans l'importance des amitiés, je dirais en philosophie, plus encore qu'en politique. L'importance des amitiés, même plus que l'importance des héritages. Et la biographie d'Elia Lévy, là aussi, l'amitié indéfectible qui l'a liée à Xavier Léon et surtout à Léon Brunswick nous en apporte la preuve. Et là encore, je transposerai à la période que nous vivons aujourd'hui et dont il me semble que la journée d'aujourd'hui porte fortement l'empreinte. Il me semble en effet que dans la situation que nous connaissons, dans la complexité du monde qui est le nôtre, nous avons passé la phase initiale de la prise de conscience. Nous avons passé la phase initiale de ce que certains, mais moi je n'aime pas tellement ce mot, appellent la sidération, sidération ou prise de conscience du retour de la guerre sur notre continent et finalement de la fin de ce qui a sans doute été une période exceptionnelle, celle qui a été de 1945 à 1992 ou de 1945 à 2014, selon la date que l'on choisit, prise de conscience des dangers multiples que courent nos démocraties qui sont attaquées de l'extérieur, mais plus encore, on l'a vu, de l'intérieur. Et donc l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui rendus, me semble-t-il, c'est celle de, je n'ai pas trouvé de meilleure expression que finalement de dire, de former des bataillons de défenseurs de la démocratie et de la liberté. Et je dirais que cet après-midi, pour moi, est une manière d'affirmer que, pour moi, pour nous, avec Vincent, qui travaillons ensemble évidemment depuis de nombreuses années, la boucle est en quelque sorte bouclée. C'est-à-dire que, comme le dit très justement Timothy Snyder, au point où nous sommes parvenus d'une accumulation de décisions qui font que nous sommes ce que nous sommes, qui font que nous pensons comme nous le faisons, nous sommes arrivés, dit-il, au moment où nous faisons ce que nous devons faire à cause de ce que nous avons choisi de devenir. Et ça, me semble-t-il, nous relie à Elia Lévy. Ça nous oblige, ça nous relie à Elia Lévy, ça nous relie à Raymond Aron, dont la puissance des œuvres, la puissance du message tient dans l'idée finalement que la force d'une pensée ne peut s'imposer de façon isolée. Et je crois qu'en nous réunissant, comme nous l'avons fait cet après-midi, en portant haut et fort finalement le lien qui nous unit à la démocratie, le lien qui nous unit à la liberté, nous ne rappelons pas seulement dans ces enceintes de formation que sont Sciences Po, que sont l'École normale, le département de philosophie, et grâce encore une fois à la Voix du Grand Continent que je remercie, le sens du combat qui fut celui d'Elia Lévy, mais nous le reprenons à notre compte et j'espère que nous le prolongeons. Je vous remercie. Merci. Merci encore une fois. Je vais essayer d'être très bref
parce que c'était un après-midi très dense, mais c'est difficile de ne pas revenir au texte. On a beaucoup parlé de ce très beau livre. Je pense que je vais envie de vous lire un petit fragment d'une des lettres d'Elia Alvi, que vous citez d'ailleurs dans votre très belle introduction. Vous commentez, vous contextualisez. Je cite « Je t'écris du pays de la tyrannie. C'est un régime pour le voyageur extrêmement agréable, où les trains partent et arrivent à l'heure, où il n'y a grève ni de port ni de tramway. Tous les bourgeois sont épanouis. Ceux qui ne sont pas fascistes sont mussoliniens. Le chef a le double prestige d'un grand général et d'un grand acteur. Tous et toutes l'aiment éperdument. Des parlementaires conspirent, mais ils sont sans beauté. Le bas peuple fermente sans doute, mais dans quel coin? Moi, je ne dis rien, je ne pense même rien. Je regarde avec curiosité ce spectacle nouveau. Et c'est toujours, vous l'avez déjà rappelé, l'amitié, l'intelligence, la fulgurance. On trouve beaucoup de la généalogie de l'ère des tyrannies dans cet étonnement face à un monde nouveau qui, en réalité, semble fonctionner. C'est ça aussi qui, je pense, est vertigineux, semble fonctionner sur du désir, semble fonctionner sur du logistique, semble fonctionner sur un rapport économique. Et au fond, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de regarder avec curiosité ce spectacle nouveau et où est-ce que c'est aujourd'hui le pays de la tyrannie? Je dirais qu'une des choses les plus vertigineuses que j'ai pu éprouver depuis quelques jours, depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, c'est un effet de, là pour le coup, je dirais le mot de sidération d'une partie des élites dirigeantes, une partie des commentateurs, une partie des personnes qui étaient habituées, au fond, à voir avec une forme de nonchalance et de banalité, une forme de continuité dans les États-Unis. Les États-Unis étaient inévitablement la patrie de la démocratie. C'était inévitablement, définitivement, la patrie de la liberté. Et c'était un peu, disons, certes, il y avait des moments de discontinuité, de complexité, mais au fond, on savait que de toute façon, ça aurait été toujours possible de retrouver aux États-Unis cette terre promise, cette terre différente. Et c'est là, je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose de très très difficile à voir. C'est que c'est un projet, donc on est dans une trajectoire, comme tous les projets. Il faut les mettre en place et ça prend du temps, de l'effort. La politique est le royaume de la liberté et du hasard, donc ce n'est pas dit que ce projet puisse se concrétiser. Mais ce projet aujourd'hui est assez clair. C'est une sortie de la démocratie des États-Unis. Et c'est là, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très très compliqué à faire pour nous, parce que c'est à la fois un peu le fait cette terre qui pouvait nous appeler, qui nous pouvait un peu réconforter en disant effectivement, dans toutes les bêtises qu'on peut faire ici, il y aura toujours un endroit où on pourra trouver une réponse, un salut. Eh bien aujourd'hui, il n'est plus. Et donc on est là effectivement face à une autre solitude et face aussi à une responsabilité. Et je pense qu'on n'a pas pris la mesure de cela. On n'a pas pris la mesure de jusqu'à quel point c'est aujourd'hui, par l'action de l'Europe, par l'action de la France, par notre action, que nous pouvons contribuer d'une façon efficace et réelle à préserver la démocratie en Amérique. Il y a là quelque chose qui, évidemment, change totalement par rapport au discours ambiant un peu décliniste qu'on peut entendre, le décrochage, c'est fini, ils sont trop grands, ils sont trop beaux, ils sont trop sérieux. Et c'est un cadre narratif, je pense. Parce qu'au fond, nous sommes totalement tombés dans le piège narratif qui nous est posé. Nous avons d'un côté des régulateurs qui ont des pellicules sur des costumes un peu gris, des vieilles cravates Hermès années 80 mal nouées. Et de l'autre côté, nous avons Elon Musk, des fusées, des projets interplanétaires. Nous avons le progrès dans sa forme la plus visible, la plus explicite, la plus incroyable. Rendre l'incroyable possible et vrai. Et je crois qu'au fond, si on rentre là-dedans, c'est trop tard. Parce qu'il faut qu'on comprenne que ce n'est pas du tout ça qui se joue. Ce qui se joue, c'est que nous avons un système qui a réussi, pour le moment, à préserver un lien approximatif mais réel entre innovation et démocratie.
en empêchant des monopoles de se former, en empêchant à des conglomérats et des oligarques de cette puissance d'imposer la loi et de dicter la loi. C'est quelque chose, au fond, qui devrait nous faire douter beaucoup moins de la force que nous avons. Et je finirai sur une histoire, parce qu'on parle justement de cette histoire du récit et du désir qu'on peut faire face à cette espèce d'énorme vague que nous appelons techno-césaristes. Il y a une rencontre à la Maison-Blanche entre Khrouchtchev et Nixon, dans laquelle, apparemment, c'est un peu quelque chose qui est raconté, mais apparemment se dit, il y a un échange entre les deux, et Khrouchtchev dit à Nixon, quand ton peuple te demande quoi faire face à un fleuve imaginaire, il ne faut pas lui dire il n'y a pas de fleuve. Il faut construire un pont imaginaire sur le fleuve imaginaire. Et je pense que ça, c'est vraiment le désir, le récit tyrannique. Au fond, dire on va manipuler, on va construire. S'il y a quelque chose qui est de l'ordre du désir et du récit anti-tyrannique et républicain, consiste à dire, au fond, essayer d'expliquer pourquoi les gens voient un fleuve imaginaire. D'où vient cette... Et c'est là, je pense que c'est le défi le plus grave qui nous est donné, c'est d'aller aux sources, au fond, dans un moment dans lequel tout s'accélère, où en fait on aurait plutôt besoin d'être dans l'arène, garder quand même cette double dimension. Et donc on est évidemment très heureux, on le fait quotidiennement à Le Continent, d'essayer de publier, de faire des choses, mais de prendre aussi des moments pour lire des livres, pour réfléchir à des questions qui sont là depuis très longtemps. Donc merci beaucoup Vincent Duclerc d'éditer des livres, et aux Belles Lettres aussi, et merci beaucoup au département de philosophie d'avoir co-organisé avec Sciences Po et avec Marie Scott cette journée. D'accord, merci.